Lebrun, bonjour. Bonjour. Alors Frédéric Lebrun, vous êtes quelqu'un en fait qui est très très attaché donc aux problèmes en Ukraine. Comment ça s'est passé? Vous connaissiez avant le conflit? Vous aviez déjà des contacts avec l'Ukraine, avec les Ukrainiens? Comment s'est déroulé votre engagement? Alors, mais pas du tout. C'est lors du championnat d'Europe d'athlétisme en 2018 qui a eu lieu à Győr, en Hongrie, à la frontière slovaque-hongroise, que l'on a croisé des athlètes ukrainiennes et leur entraîneur national. Et donc ma fille concourait lors de cette épreuve. Elle a été championne d'Europe d'ailleurs de mixed steep à cette époque. Et on a croisé l'entraîneur national, Alexander Okrimenko, donc qui est devenu un ami sur place et un ami qui a perduré au niveau des réseaux sociaux. Donc on a communiqué pendant plusieurs années par les réseaux sociaux. Alors, pour évoquer un petit peu votre positionnement, vous avez la chance d'avoir des filles athlètes de haut niveau, donc Léna que tout le monde connaît, et puis votre autre fille aussi plus jeune, qui suit les pas de son aîné. Oui, en fait j'ai trois filles. Donc il y a Léna qui a 24 ans cette année, donc qui a été championne d'Europe comme je le disais précédemment. Mao qui a 3 ans de moins, qui est une bonne athlète française niveau national sur le 400 haies. Et Evie qui est un petit peu plus jeune, qui a 17 ans dans 2 jours, et qui est encore en première au lycée Bourgard, mais qui veut faire comme ses sœurs, partir aux États-Unis pour faire étudiant athlète. Donc ce sport vous a amené à rencontrer, comme vous venez de le dire, donc ces jeunes Ukrainiennes. Vous les avez recueillies vous les avez accueillies donc chez vous pendant quelque temps? Oui, alors en fait, en étant resté en contact avec Alexander, qui habite lui à Dniepr, dans le centre de l'Ukraine, lorsque la guerre a été déclarée au mois de février 2022, ça va bientôt être un triste anniversaire d'ailleurs. Dès le mois de mars, on a été contacté par Alexander pour qu'on puisse accueillir dans notre domicile 2 jeunes athlètes ukrainiennes qui sont d'ailleurs toujours en France. Lisa Kobelieva, qui est une spécialiste du 800, qui a un bon niveau européen et qui est licenciée au SAM Montbrison. Et Katia Onisimova, qui elle est installée sur Rouen maintenant et qui a un bon niveau international plutôt sur le 1500 mètres, voire le 3000, un petit peu plus long. Donc elles sont restées quelques mois chez nous, et chemin faisant, elles ont trouvé des petits amis garçons sur la Loire, se sont donc installés en couple, et elles sont toujours sur la Loire. Donc elles sont installées maintenant sur la région. Dans la région. Au-delà, vous avez poursuivi en fait votre action pour l'Ukraine, et l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est que vous organisez donc prochainement un voyage en fait en Ukraine pour emmener en fait du matériel, et vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Oui, en fait, donc moi je suis resté toujours en contact avec Alexander à Dniepr, et en communiquant à travers les réseaux sociaux, je lui ai demandé comment on pouvait aider de nouveau, mais différemment en fait. C'est pas pour accueillir de nouveau des Ukrainiens ou des Ukrainiennes à la maison, mais plutôt aider les gens qui n'ont pas eu assez de moyens sur place pour partir à l'étranger, pour continuer de s'entraîner. Et il m'a mis en relation avec un autre, Alexander, mais non pas à Dniepr, dans la ville de Mukachevo, qui est à l'ouest de l'Ukraine, vers les frontières Slovaquie, Hongrie et Roumanie, vraiment dans l'ouest de l'Ukraine. Et ce club en fait accueille tous les athlètes de niveau international, national ukrainien, alors pas uniquement en athlétisme, dans tous les sports, qui n'ont pas eu assez de moyens financiers pour partir dans d'autres pays européens pour continuer de s'entraîner. Donc là, c'est une ville qui est plus atteinte par le côté réfugié de toutes les personnes qui ont fui les zones de guerre. Donc il y a énormément de réfugiés, donc il y a énormément de besoins en termes de vêtements, d'équipements, de chaussures de sport. Donc c'est vraiment le basique que l'on va emmener sur place. Alors vous avez bien avancé dans votre projet, donc vous avez déjà le matériel nécessaire, les vêtements, alors, pas tout encore. Je suis preneur. Vous êtes toujours preneur de toutes les bonnes volontés. Le convoi n'est pas encore complet. Ouais, en fait, et qu'est-ce que vous recherchez particulièrement? Alors, donc j'ai un véhicule qui m'a été prêté par le garage Ford de Savigneux, par Michel Vacheron. Donc gracieusement, d'ailleurs je tiens à le remercier. Et j'ai un contenant de l'ordre de 6 mètres cubes environ, et pour l'instant j'ai déjà environ 2 mètres cubes.
J'ai appris hier soir qu'on me fournissait un filet de volleyball, par exemple, en état neuf, donc ça va être super pour leur emmener ça. Il vous manque donc 4 mètres cubes, à peu près. Oui, oui. Vous partez quand ? Le départ est prévu pour quand ? Le départ est prévu le 15 ou 16 mars. Et je me suis donné une semaine, 10 jours pour faire l'aller-retour et puis tout donner sur place. Donc je m'arrête en Slovaquie. On m'a proposé gentiment, alors c'est en pleine réflexion actuellement, de laisser mon camion à la frontière slovaque, de transvaser les colis dans le camion ukrainien, parce que j'ai pas le droit de conduire en Ukraine, mais que l'épouse d'Alexander, parce que lui n'a pas le droit de sortir vu que c'est un pays en guerre, donc m'emmène jusqu'à Mukachevo pour que je puisse rencontrer les athlètes ukrainiens et puis me ramène après à la frontière slovaque. Alors là, je suis en pure réflexion parce que aller dans une zone de guerre, c'est un peu moyen quoi. Donc, Vous partez seul dans cette opération ? Ouais, Vous partez seul ? Oui, tout à fait, ouais. Alors, il vous manque donc, je reviens un petit peu en arrière, il vous manque 4 mètres cubes. Comment on peut faire pour vous aider justement ? Vous avez des lieux de collecte ? Comment ça se passe concrètement ? On vous contacte ? J'ai pas de zone de collecte bien définie. Je suis en rapport avec le centre social de Montbrison. Donc, si des personnes veulent emmener des colis au centre social... donc, ils peuvent aller au centre social. Ouais, tout à fait. Ils les déposent bien à mon attention. Et moi, dans la journée, je peux aller les récupérer le lendemain. Après, je stocke à mon domicile, j'ai de la place, donc il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Il me manque donc, comme vous disiez, 4 mètres cubes environ de colis, et il me manque encore quelques moyens financiers pour payer le trajet, le gasoil, les péages, enfin l'hébergement, 2-3 choses comme ça. Donc j'ai créé une cagnotte en ligne, alors peut-être que je donnerai le lien pour que vous puissiez le partager sur l'écran. Donc on indiquera en fait sur le reportage le nom donc de la cagnotte. Qu'est-ce que ça vous apporte humainement cette démarche ? Pour vous, c'est quelque chose de fondamental. C'est du pur plaisir de rendre service. C'est vraiment le côté humain, et je sais que c'est les choses qui sont données par les Montbrisonnais ou plus large par les gens de la région, en fait, sont des choses qui ne leur servent plus et qui vont énormément servir à ceux qui vont les recevoir. Donc c'est vraiment le côté rendre service. C'est ce côté. Ouais. Vous l'avez toujours eu, cette fibre humanitaire ? Vous avez déjà participé à d'autres actions ? C'est vraiment votre première... Enfin, je suppose que c'est une première action d'envergure, c'est la première, mais vous avez déjà participé à d'autres associations humanitaires ? Tout à fait, et puis en fait... ça vient un peu, alors c'est une éducation, moi je suis plus tout jeune, hein, mais ça vient surtout de l'éducation de mes parents qui m'ont toujours expliqué que, en fait, donner c'est recevoir. Donc c'est simplement cet adage que je fais perdurer. Donc vous partez de cette philosophie. Oui, tout à fait. Ouais. Alors ce que je vous propose, on va essayer effectivement de vous aider par l'intermédiaire de ce reportage à récupérer un maximum pour combler donc ces 4 mètres cubes manquants et puis combler aussi ce besoin donc en espèces, en argent pour financer le voyage. Et puis ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on se donne au moment où vous allez partir, qu'on se donne à nouveau un rendez-vous et puis que vous nous expliquiez qu'on ait un petit suivi, puis que bien évidemment on se revoit aussi à votre retour pour que vous nous fassiez un petit compte rendu de savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a des choses que vous appréhendez particulièrement ? Oui, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est traverser dans une zone de guerre. Est-ce que vous vous y êtes préparé à ça ? Comment concrètement, comment vous anticipez les choses ? Ça, c'est un peu effrayant, on va dire, entre guillemets. Hein. En fait, c'est de l'inconnu. Donc l'inconnu est toujours effrayant. Mais en regardant un petit peu sur les blogs, dès qu'on se rapproche de la frontière, c'est une zone qui devient à risque. Et j'ai des contacts qui m'ont été donnés par Alexander, qui, au niveau d'un club d'athlétisme à Košice, alors c'est dans l'est de la Slovaquie, c'est environ 1h30 de voiture de Mukachevo. Et plus on se rapproche de la frontière, d'après ces personnes, plus ça devient dangereux en fait. Parce qu'il y a des passeurs, il y a du trafic en tout genre, il y a des trafics d'armes, il y a des influences russes, enfin c'est nouveau, c'est étrange. Votre entourage est inquiet de vous voir partir ? Ouais, ils ne me le disent pas, mais je pense que oui. Ouais, tout à fait. Ouais. En tous les cas, merci 1000 fois pour ce que vous faites, parce que c'est grâce à des gens comme vous qu'il y a dans ce monde un peu très très bousculé, il y a quand même cette petite lueur d'espoir qui règne toujours. Ouais, mais c'est que du pur plaisir. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup. Merci à vous.